Il s'agit d'encourager, il s'agit aussi de donner accès sans nécessairement culpabiliser. Et pour cela, eh bien, il y a des notions d'écosystème qui sont capitales. Il était donc important de réunir la production, la communication et la puissance publique pour aborder la manière dont ces trois acteurs clés peuvent travailler et accélérer ensemble. Sont donc avec moi sur ce plateau pour en discuter Béatrice de Noret, vous êtes la directrice générale de Belle France, qui est une entreprise agroalimentaire et patrimoniale, puisque vous produisez notamment le Babybel et la vache qui rit. Gilda Bonnel, vous êtes un pionnier de la communication responsable, vous présidez l'agence CIDIES ainsi que la commission RSE de l'AACC, et Geoffrey Abécassis, vous êtes le responsable du plan de relance à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Merci à tous les trois d'être avec nous sur ce plateau. Alors, nous parlons d'écosystème depuis tout à l'heure. Je pense que c'est là une clé, une solution, absolument capitale. Chaque entreprise a tendance à vouloir mettre en avant ses actions, mais on l'entend bien, la transition, elle ne peut être que systémique. Madame de Noret, le groupe Belle, est-ce qu'il est libre de toutes ces actions ou est-ce qu'il y a encore dans votre écosystème des freins, c'est-à-dire peut-être certains de vos fournisseurs ou peut-être même certains canaux par lesquels vous allez vendre vos produits? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui tout le monde est aligné? Alors, vous parliez d'écosystème et effectivement, je pense que c'est le bon terme pour parler des différents maillons d'une chaîne. Alors on parle souvent de l'amont et de l'aval. Moi je le vois plutôt effectivement comme une chaîne ou une cordée qui cherche à aller vers un cap. Nous avons nos éleveurs et avec nos partenaires, nos 800 exploitations partenaires qui sont un maillon fondamental puisqu'ils nous donnent une grande partie de la matière première, et l'idée c'est d'aller vers une agriculture plus pérenne, plus responsable. Nous avons aussi d'autres partenaires qui sont par exemple quand on cherche à réduire le gaspillage alimentaire, et aujourd'hui il y a des systèmes qui se mettent en place comme Too Good To Go avec qui nous sommes en partenariat pour aller faire ce maillon de la chaîne ou travailler sur des filières de recyclage, par exemple pour le recyclage de l'aluminium. Et puis il y a les consommateurs qui sont ceux qui sont les juges de paix à la fin, et effectivement pour aller vers les consommateurs, quand vous faites des produits agroalimentaires, vous passez par les partenaires distributeurs avec lesquels on a engagé une démarche de collaboration, d'explication, de transparence, et l'idée c'est de pouvoir faire comprendre à quel point chacun est responsable de cette création de valeur pour avoir une croissance qui soit durable et responsable. Et vraiment pouvoir avoir les deux en même temps. C'est un chemin, c'est une cordée, donc ça se fait progressivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'écoute, de compréhension. On a des enjeux qui sont communs et clairement l'année qui vient de se passer vient de nous aider à progresser dans ce chemin, mais c'est un chemin. J'entends qu'il y a encore des progrès à faire. Peut-être que justement ce qui peut aider, j'imagine que ce qui est crucial ici c'est la question du prix, c'est donc aussi toute la question de la filière agroalimentaire dans votre cas, mais parfois industrielle pour produire ce qui va être vendu. Peut-être est-ce là justement que la puissance publique peut intervenir. Monsieur Abécassis, vous gérez un plan de relance de 2 milliards d'euros. C'est une somme assez conséquente. Est-ce que là, vous allez pouvoir justement mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire dans des programmes de transformation systémique industrielle? En d'autres termes, est-ce qu'on a enfin les moyens de la transition? Alors, effectivement, l'ADEME est l'opérateur de la transition écologique centrale du plan de relance. Nous avons, comme vous l'avez dit, des moyens qui sont exceptionnels, 2 milliards d'euros à engager dans les 2 prochaines années. Donc c'est maintenant, tout de suite, face à la crise sanitaire qu'il faut réagir. Le gouvernement a lancé un grand plan de relance et la transition écologique est un des maillons obligatoires, quelque part, un passage obligé de cette transformation. Donc ces moyens exceptionnels, ces 2 milliards d'euros, ils vont toucher différents secteurs d'activité, ils vont toucher effectivement l'industrie, au travers d'un grand programme de décarbonation de l'industrie. Nous avons travaillé également sur l'économie circulaire, qui est un maillon essentiel de la chaîne. Effectivement, quand on a des sujets de plastique, on va travailler sur le fournisseur de la matière vierge, mais on veut aussi travailler beaucoup plus de façon forte avec les acteurs du recyclage du plastique pour la réincorporation de ce plastique recyclé et avec bien évidemment tout le tri, la valorisation en bout de chaîne. Donc c'est effectivement dans cet écosystème-là que nous allons travailler, et l'économie circulaire est un exemple particulièrement prégnant. Nous allons travailler également sur l'hydrogène décarboné, qui est une brique, alors là sur la partie énergétique, mais qui est également une brique indispensable à la transition. Et nous allons aussi lancer, enfin nous avons d'ailleurs lancé, puisque ce plan est d'ores et déjà opérationnel,
un grand champ de travail avec les PME qui sont, pour rappel, c'est 99,8% des entreprises en France sont des PME. Donc c'est un acteur indispensable pour la transformation. Ce sont aussi des fournisseurs de Bell, des fournisseurs de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, aujourd'hui, ces acteurs n'ont pas forcément les moyens humains de mettre en place la transition. L'État les accompagne pour qu'ils puissent s'engager dans cette démarche de transition. Alors, est-ce que nous sommes confiants sur notre capacité à engager cet argent? Oui, on est confiant, et on est confiant pour 2 raisons principales. Tout d'abord, les acteurs se sont appropriés ces sujets, alors que ce soit de leur fait, que ce soit de la pression des différentes parties prenantes, que ce soit leurs actionnaires, les consommateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la transition écologique n'est plus un nice to have. C'est pas quelque chose, c'est pas la cherry, la cerise qu'on met sur le gâteau à la fin. C'est un levier de compétitivité fondamental. Et demain, si nos entreprises veulent encore être compétitives à l'échelle internationale, ça passera aussi par la transition écologique. Ça, nous, l'ADEME, on en est convaincus. Et on en est convaincus pourquoi? Et c'est mon deuxième argument. L'année prochaine, l'ADEME aura 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec l'ensemble de ces écosystèmes pour démontrer l'intérêt de la transition écologique. Aujourd'hui, avec ce plan de relance, nous avons les moyens de nos ambitions. Nous allons accélérer et nous allons le faire tout de suite. Alors, le faire tout de suite, c'est important. On vient de parler de la production à l'instant, de la commercialisation. Il reste quand même un point capital, et c'est ce que nous rappelait Madame Paris en introduction. Il y a celui de l'accessibilité. C'est-à-dire que c'est facile de dire à tout le monde qu'il faut sauver la planète si on ne donne à personne les moyens de le faire. Les consommateurs, on l'a entendu, sont désormais très sensibles aux enjeux de développement. De développement durable, pardon. Encore faut-il qu'ils puissent y participer. Monsieur Bonnel, lorsque vous accompagnez les entreprises, et vous en accompagnez de très nombreuses, comment est-ce que vous fixez ce seuil? Comment est-ce qu'on réfléchit à cette question capitale en se disant « Ok, on va sauver la planète, mais on va quand même continuer à vendre ». C'est le gros sujet, là. C'est le sujet de tout le monde. On est en écosystème à se regarder les uns les autres en disant comment est-ce qu'on déclenche ce mouvement collectif qui va nous permettre à la fois de rassurer les entreprises sur le fait qu'il va y avoir des consommateurs qui vont acheter des offres meilleures pour l'environnement et pour la société, avec une valeur ajoutée écologique. On a besoin aussi de rassurer l'État sur les moyens qu'ils vont nous donner, donc on a besoin de communication. Donc moi je suis là pour parler de communication. La question de l'accès, en fait, c'est on entend accessibilité, on entend le prix. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire le pari que le consommateur, quand il arbitre, ou le citoyen consommateur, comme disait Madame Paris tout à l'heure, le citoyen consommateur, comment est-ce qu'il va savoir que ça vaut le coup de substituer un produit à un autre? C'est compliqué d'acheter du bio en ce moment. C'est une injonction complexe, parce qu'il y a aussi 20 ou 25% des Français qui font leur caddie à 1 euro près. Donc on pense d'abord à l'accessibilité au prix et au discours qu'on peut avoir sur la valeur portée, alors que finalement le pouvoir d'achat il est contraint. Donc ça c'est un sujet qui nous tient forcément à cœur, mais je voudrais revenir sur le sujet de l'expression, de la communication. On a besoin aujourd'hui à la fois de parler aux consommateurs, mais on a besoin de parler aux collaborateurs, on a besoin de parler à l'État. Bref, on a besoin tous de se regarder les yeux dans les yeux en disant on le fait ou on le fait pas, quoi. C'est ça notre sujet de la com. Le sujet de la communication, c'est pas uniquement faire de la publicité, pardon, c'est de la publicité aussi, mais c'est aussi tout ce qui se passe à côté. Je pense que les communicants, on a un rôle extrêmement important qu'on oublie de dire, c'est qu'on a les moyens d'analyser la société, les attentes des consommateurs, les mouvements qui sont en train de se faire jour dans notre pays et partout ailleurs. On a besoin de l'expliciter aux marques et aux entreprises de façon à ce que ça infléchisse leur stratégie. Mais il faut qu'on ait aussi les moyens de les rassurer sur le fait qu'il va y avoir derrière un marché, parce qu'on ne peut pas tout arrêter. C'est une question très, très large. Justement, sur la question de tout arrêter et sur le on y va ou on n'y va pas, sans nécessairement aller vers la décroissance, le geste le plus durable, ce serait peut-être tout simplement de moins produire et ou de moins consommer. Coluche disait d'ailleurs, il suffirait qu'on ne le vende pas pour que ça ne s'achète plus. Ça marche. Ça marche. Il y a donc une question très difficile, c'est celle du renoncement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on arrête de faire dans ces vraiment conversations stratégiques que vous avez avec les entreprises? Est-ce que parfois vous le préconisez? Oui,
Oui, mais il faut, pour rassurer les marques et les femmes et les hommes qui dirigent ces grosses entreprises, il faut les rassurer quand même. Donc il faut pouvoir leur dire qu'on va créer de la valeur supplétive. Et la valeur supplétive, c'est compliqué parce que moi, quand je dis à un vendeur de lessive que je ne citerai pas, mais que j'aime beaucoup, je lui dis qu'on peut vendre une lessive écologique tout en disant au consommateur qu'il n'a pas besoin de laver forcément ses draps toutes les semaines, mais qu'il peut le faire tous les 10 jours ou tous les 15 jours, que ce n'est pas grave. Et qu'il faut bien attendre que le tambour, ça va faire plaisir à l'ADEME, du lave-linge soit bien rempli avant de faire tourner sa machine, c'est moins de lessive vendue. Mais derrière tout ça, la marque dit quelque chose au consommateur. C'est « je sais que vous êtes intelligent. Je sais que quand je vous rends service dans l'information sur l'usage et sur votre relation à mon produit, je vous considère autrement. » Et là, on gagne des parts de marché. Ça marche à tout coup. Madame Denorey, est-ce que vous, en tant que producteur, vous pourriez renoncer à des bénéfices, à des parts de marché, à certains produits peut-être, au nom de l'impératif écologique? Alors, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, pour faire réussir le modèle, il faut avoir un chemin de progrès. Ce matin, j'étais en réunion de validation d'un certain nombre d'initiatives. Et typiquement, dans la liste des initiatives qui m'étaient proposées, certaines avaient des bénéfices consommateurs, mais n'avaient pas le niveau attendu qu'on cherche sur la longueur des recettes. On cherche vraiment à avoir des recettes qui soient courtes ou sur le packaging. On a dépriorisé, voire on a renoncé à certaines de ces initiatives. Alors, on ne peut pas le faire sur tout, parce qu'effectivement, si on ne vend plus rien, on n'est plus dans le chemin de progrès, on est à l'arrêt. Donc, c'est tout le discernement entre quel est le cap qu'on a à long terme, quel est le chemin de progrès qu'on se donne, quelles sont effectivement quelle est la façon d'y aller de façon détournée ou la plus courte. Et parfois, ça peut vouloir dire accepter de renoncer à certains produits qui pourtant feraient du sens à court terme. Mais ça veut dire aussi, ça donne une obligation de réussite de façon générale. Parce qu'on a besoin de trouver un chemin qui nous amène vers notre cap. Donc c'est une ligne de crête qu'il faut trouver. Mais je pense que cette notion d'avoir une responsabilité en tant que marque, parce que moi je ne suis pas un transformateur de produits, je construis des marques avec des produits qui ont de la valeur ajoutée, qui apportent des bénéfices aux consommateurs, j'apporte des services aux distributeurs. Cette notion-là, elle est très importante. C'est quelle est notre raison d'être en tant que marque, quelle est la contribution qui est attendue de la part du consommateur citoyen quand je vends un mini Babybel sur amener de la protéine laitière saine, responsable, fabriquée en France, collectée en France. Voilà, quelle est notre raison d'être en tant que marque, et c'est ça qui fait la valeur aujourd'hui et qui la fera encore plus demain. Vous nous disiez que c'est un chemin de crête, une ligne de crête, qu'il est difficile parfois de faire ce choix. Peut-être que les subventions, la puissance de l'État peuvent aider. Les subventions que vous allez mettre sur la table, est-ce qu'elles sont soumises à ce genre de contraintes, Monsieur Abécassis? Est-ce que vous pouvez les conditionner à certains renoncements? Alors, dans l'absolu, oui. Après, nous, à l'Agence de la transition écologique, quelque part, les subventions qu'on va apporter sont dans la droite ligne, quelque part, de ces objectifs. C'est-à-dire, les projets qu'on finance sont des projets de transformation des industries. Et donc, ça tombe sous le sens qu'on va dans cette direction. Donc, ce qu'on peut demander, ce n'est pas forcément de renoncer, mais par contre, c'est d'aller plus loin que le programme qui est initialement proposé par l'entreprise. Par exemple, un acteur qui va dire moi, je vais faire 8% ou 10% d'efficacité énergétique au travers de ce projet. On va lui dire c'est bien, mais par contre, ce n'est pas assez. Donc il faut aller plus loin, il faut mettre davantage d'argent sur la table de votre côté. L'État vous accompagnera, mais en tout cas, c'est un chemin qu'on vous donne parce que l'objectif, c'est neutralité carbone à 2050. Ça, c'est l'objectif que s'est donné l'État. Pour le faire, ce n'est pas avec les 5% d'économie d'énergie qu'on va y arriver. Donc il faut y aller de façon structurée, avec ce chemin, effectivement. Par contre, il faut se donner un cap et des objectifs ambitieux. L'État est là pour accompagner les acteurs dans ces transformations. Donc on a ces objectifs et on va demander aux acteurs d'aller plus loin peut-être que leur roadmap qui se sont fixés sur les 5 ou 10 prochaines années. Au-delà de ces contreparties environnementales, par contre, là où nous, on est extrêmement vigilants aussi quand on va analyser les projets qui nous sont déposés, c'est sur les contreparties socio-économiques, c'est-à-dire qu'on va aller regarder quelles sont les retombées en emploi sur le territoire au regard de la subvention qu'on va apporter. On va aller regarder quelles sont les retombées au-delà de l'acteur qu'on va financer sur l'écosystème, sur les fournisseurs, sur les sous-traitants, pour voir comment est-ce que le plan de relance
va non seulement relancer les acteurs, les industries dans une direction qui nous va bien, mais également embarquer vraiment l'ensemble de la chaîne, cet écosystème complet, pour que le rebond il soit collectif et non pas seulement sur certains acteurs en particulier. Et oui, on peut aussi arrêter d'opposer la fin du monde et la fin du mois. Et pour y arriver, justement, cette transition, elle est clé. Merci à vous trois de nous avoir exposé certaines de ces pistes. Merci de nous avoir exposé certains des outils qui sont à notre disposition. La communication, la production, la relance.